Oui, bonsoir, bienvenue. Je vois des visages nouveaux. Le thème que je développe ce soir est un thème que j'ai développé plusieurs fois dans les livres. Il y en a un que j'ai fait exprès d'ailleurs sur l'amour, sur la sexualité et l'amour, que je n'ai pas parce que mes finances sont à leur plus bas. Il faut que je les achète, mes livres. Alors, je vais quand même changer la présentation parce que c'est toujours ce que je fais d'ailleurs quand je prépare une conférence. C'est jamais la même conférence que je donne. Alors, je vais parler de l'amour comme de quelque chose qui est d'avance universel. C'est pas quelque chose qui devient nécessairement universel, mais qui est d'avance universel dans le sens que c'est l'expression du lien entre les choses dans la nature. Tout est attiré par des forces qu'on ne voit pas. Et même sur le plan physique, la gravité, les atomes sont attirés les uns vers les autres. Et bien sûr, quand vous entrez dans la chimie, les vivants sont attirés par leur chimie tout d'abord. Les hormones et tout ça. Et chez les humains, on fait partie de cette énergie-là, de cette distribution d'énergie qui est comme une sorte d'aimant, hein, une sorte d'attraction inévitable. Et dans le chapitre que j'avais fait à la fin du livre, Les 10 lois cosmiques, je parle du bonheur comme étant une chose inévitable. Je pense que l'amour exprime ça. Là, on va parler de différentes façons dont l'amour s'exprime, des niveaux d'amour, parce qu'il y a des niveaux qui sont très sensoriels et d'autres qui deviennent un peu plus subtils, et finalement, à mesure qu'ils deviennent subtils, deviennent universels. Ça commence par être très centré sur soi. Ça se développe à mesure, si la personne le veut, et ça peut devenir complètement universel et même facilement universel. Les gens pensent que c'est au-delà de nos capacités, mais dès qu'on pratique l'expression italienne, là, te voglio bene, je te veux du bien, on est dans l'amour universel. On n'est pas dans aime-moi, là. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. On va commencer par l'attraction de base, qui est une attraction très physique, très concrète, que Mme Yourcenar appelle génito-urinaire. Hein? C'est par ici. L'attraction au niveau du sexe, finalement, de la sexualité, qui est un instinct de reproduction, qui est souvent oublié au cours des aventures. Les gens pensent que le sexe est une chose en soi, et c'est ça qui fait que ça sort du sacré. Je vais parler du sacré à la fin. C'est une chose très importante. Le sacré, c'est ce qui fait qu'on touche à quelque chose qui est uni au reste. Vous ne pouvez pas le séparer. Si vous le séparez, il devient profané. Et le sexe fait partie de ça. Dès qu'il est profané, c'est-à-dire qu'il est sorti de son contexte d'amour, ça devient une chose qui perd son sens et qui se frelate très vite. Alors, à ce niveau-là, c'est l'amour le niveau des chakras du bas, les 3 chakras du bas, le pouvoir, le plaisir et le besoin de sécurité, c'est une expression qui est essentielle à l'être humain, mais que c'est inséparable des autres centres d'énergie. Mais quand c'est séparé, bien, ça fait ça crée des éléments de souffrance et de désordre et, et de malheur, souvent. Donc, cette relation, cette attraction de base qui est faite pour créer de la vie, parce que la reproduction, c'est pour recréer de la vie, elle est portée à être égocentrique au point de départ, parce que c'est soi-même qu'on veut reproduire, puis c'est pas quelque chose de défectueux, c'est pas quelque chose de négatif. L'égocentrisme est une chose essentielle à la nature. Cependant, quand c'est devenu conscient et que c'est développé volontairement, ça devient de l'égoïsme à ce moment-là. C'est très différent. Puis égocentrique dans le sens que c'est le personnage, le corps, cette entité qui veut se reproduire et qui veut se satisfaire, parce que la reproduction se fait toujours à travers un orgasme ou un plaisir intense, se satisfaire, s'assouvir, et souvent, hélas, chez les humains, en se servant de l'autre. Parce que chez les animaux, ça ne se fait pas, ça. Mais chez les humains, on peut se servir de l'autre pour avoir son plaisir. Et là, on ne pense pas du tout à l'autre, on pense à soi.
Et c'est un amour qui existe à ce moment-là. L'amour existe, mais il est comme détourné, faussé. Et on peut même s'en servir de cette tendance à se reproduire, à avoir du plaisir pour posséder l'autre, et ou bien pour en être possédé. C'est parce que c'est un niveau où il y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu et beaucoup de désirs de, de s'imposer, de se réaliser, de se répandre, et que ça joue sur tous les plans. Hein. On veut comme conquérir. Alors c'est là où se passe la plupart des drames, finalement. Les gens ont des drames ou des problèmes, surtout dans leurs amours, dans les relations d'amour, de tendresse. Ils ont des problèmes surtout à cause de la relation sexuelle qui n'est pas souvent intégrée ou mal connue ou remplie de préjugés, remplie de culpabilité qu'on reçoit bien sûr de la programmation religieuse. Alors les gens remplissent leur vie émotive et sexuelle de problèmes finalement. Ils vivent dans ça inutilement problématique, alors que ça pourrait être quelque chose de complètement libérateur. Alors je n'offre pas de solution à ce niveau-là, ils sont pas là pour ça, juste pour faire voir quelles sont les différentes façons dont l'amour se manifeste. C'est comme si l'amour se manifeste à tous les niveaux, mais avec des caractéristiques différentes. Au niveau sexuel, c'est d'attraction et de répulsion. Au niveau émotif, c'est beaucoup plus d'attraction, de tendresse, et c'est moins possessif. Il y a encore de la possession, bien sûr, mais c'est moins possessif parce que l'autre est tellement physique que c'est, même dans le langage du 19e siècle, on parlait de, quand on faisait l'amour avec quelqu'un, on possédait, l'homme possédait la femme. C'était le langage qu'on employait. Et au niveau du cœur, c'est-à-dire où la tendresse commence à être beaucoup plus ouverte aux autres, au lieu d'être uniquement centrée sur ses propres intérêts, c'est une qualité de relation qui est beaucoup plus subtile et qui peut se passer même du contact physique et même de la proximité physique. On peut même être loin l'un de l'autre. Et là, on entre dans un autre domaine qui s'appelle l'amitié. Et ensuite, l'amitié peut aller encore plus loin, parce que l'amitié est déjà assez impersonnelle à certains niveaux. On entre dans l'amour complètement impersonnel. Ça, c'est les étapes qu'on va développer, on va franchir. Alors, au début, on veut son bien, c'est ça. Et c'est le corps hein, qui agit le plus fort à ce moment-là, le plaisir. Et on est fait pour avoir du plaisir. C'est ça le problème. C'est toujours l'ambiguïté. On est fait pour avoir du plaisir, mais le plaisir doit être intégré dans tout le reste. Mais quand il est cherché pour soi, il devient très dominateur et possessif et désorganise le reste de sa vie. C'est-à-dire que ça devient trop important. Et c'est pas si important que ça par rapport à l'ensemble. Il faut que ça ait sa place, puis il faut que ça trouve sa place. Alors, dans cette relation du début, qui est une relation, une attraction hormonale surtout, il y a justement cette opposition entre ce que je veux et ce que je veux pas, ce que j'aime pas. Étant donné qu'on cherche son plaisir, c'est très facile de se faire des plaisirs, d'avoir des choses qui blessent, qui font mal, qu'on n'aime pas. Parce que le plaisir, c'est subtil, c'est pas toujours facile à obtenir. Alors, vous avez des tendances à créer des rapports de répulsion, c'est-à-dire on aime, puis on n'aime pas aussi en même temps. Je t'aime, moi non plus. Ce genre de relation un peu déchirée qu'on trouve entre les hommes et les femmes, surtout. Bon, entre les hommes et les hommes et les femmes entre eux, mais c'est surtout connu dans la littérature amoureuse ou romantique comme étant une constante, alors que ça ne devrait pas l'être, mais c'est comme ça qu'on le conçoit. Et c'est encore à ce niveau-là, la guerre des sexes et tout ça. Je cite ici dans Marguerite Yourcenar, qui en a parlé beaucoup, dans Les Yeux ouverts, une interview entre les femmes et les hommes,
Il y a les femmes qui disent les hommes et les hommes qui disent les femmes, généralement pour s'en plaindre dans un groupe comme dans l'autre, m'inspire un immense ennui. Comme tous ceux qui annonnent toutes les formules conventionnelles. Il y a des vertus spécifiquement féminines que les féministes font mine de dédaigner, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'elles aient été jamais l'apanage de toutes les femmes. La douceur, la bonté, la finesse, la délicatesse, des vertus si importantes qu'un homme qui n'en posséderait pas au moins une partie serait une brute et non un homme. Ça, c'est toutes des choses qu'on trouve chez Jung. Hein. Jung a développé ça longuement. Le fait qu'un homme équilibré, une femme équilibrée, sont des personnes qui ont 2/5 du sexe complémentaire. Une femme a 2/5 de masculin, un homme 2/5 de féminin. Sans quoi ça fait des brutes et des poupées. Alors, il y a des vertus masculines aussi, ce qui ne signifie pas que tous les hommes les possèdent, le courage, l'endurance, l'énergie physique, la maîtrise de soi, et la femme qui n'en détient pas au moins une partie n'est qu'un chiffon, pour ne pas dire une chiffre. J'aimerais que ces vertus complémentaires servent également au bien de tous. C'est-à-dire qu'on dépasse l'attraction et la répulsion. Et une des choses que Jung disait aussi, c'est que les couples qui se forment pour qu'il y ait un progrès continuel, une sorte d'avancée, une sorte de croissance, et que la seule façon que ça puisse se faire, c'est que justement l'homme transmette à la femme un peu de masculin, et la femme transmette à l'homme, apprenne, si vous voulez, à l'homme son féminin. C'est l'échange qui doit se faire, mais c'est le contraire qui se fait. C'est-à-dire qu'ils restent sur leur position, puis ils voient l'autre comme un rival. On voit ça même dans les pièces de théâtre et les romans français surtout. Racine parle son temps. L'homme voit toujours sa femme comme une rivale. C'est complètement ridicule, mais c'est comme ça que les gens pensaient, je suppose. Et que c'est dû au fait que justement la personne n'a pas intégré ces parties complémentaires, c'est-à-dire que ça n'existe pas un féminin et un masculin indépendamment de l'autre. On est tous reliés, puis on a tous ces valeurs-là. Mais dès que, comme lorsqu'on on insiste uniquement sur le sexe, quand on insiste uniquement sur le féminin ou uniquement sur le masculin, on crée des désordres, des conflits et des guerres, bien sûr, parce que tout ça, ça se tient. Parce que la nature est faite de telle sorte qu'on ne veut pas la séparer en morceaux. Elle est toujours ensemble, tout est relié. Dès qu'on fait ça, on tombe dans les problèmes énormes qu'on a créés, puis même l'homme, la nature, tout ça, on a créé des séparations. Et là, on le voit que quand l'homme humain, l'être humain se sépare de son masculin de son féminin, il est lui-même malheureux ou elle-même malheureuse, et bien sûr qu'il n'y a pas moyen d'avoir un couple heureux, c'est impossible. Alors, pour en sortir, il n'y a pas seulement que le masculin et le féminin, il y a le fait que ça crée des ghettos, parce qu'il y a des femmes, le féminisme, c'est une sorte de ghetto. Il y avait même des maisons de publication uniquement pour les femmes, des choses comme ça, des restaurants juste pour les femmes. Ça devient ridicule à un moment donné. On sépare les gens au lieu d'essayer de les rassembler, de voir comment ils sont rassemblés. La guerre des races, des sexes, féminisme, la femme objet, les gâteaux sexuels, les gâteaux de gays, tout ça, ce n'est jamais la solution, parce que là, on insiste uniquement sur une portion de la personne qui est justement ce que Mme Yossana rappelle de façon très presque vulgaire, le système génito-urinaire. C'est beaucoup mieux quand on dit comme ça. Quand on dit l'amour, tout ça, c'est bien beau, mais l'amour, c'est souvent seulement à ce niveau-là que ça se passe. Et c'est à ce moment-là que ça crée des problèmes, parce que l'être humain n'est pas réductible à une partie de lui-même ou d'elle-même. Alors, la façon dont on s'en sort, d'après moi, c'est de reconnaître et développer son côté complémentaire. Ça a l'air très beau à dire, hein? Allez-y voir, c'est pas si facile que ça. Mais c'est comme ça que ça se fait. Les hommes doivent reconnaître que le féminin ne les empêche pas d'être humains, au contraire. C'est ça qui les rend plus complets. Une femme doit accepter son masculin et c'est ça qui la rend plus complète.
Et c'est pas fait encore, hein? Loin de là. Il y a encore beaucoup de magazines juste pour les femmes, puis des magazines pour les hommes. C'est comme si c'était des espèces complètement séparées. La plupart des choses qu'on fait, on les fait semblablement, c'est l'homme et la femme. Quand vous mangez, c'est pas en tant que femme que vous mangez. C'est pas en tant qu'homme, c'est en tant que corps. Et quand vous allez aux toilettes, on n'en parle pas. Alors, les émotions négatives qui viennent du fait qu'on n'aime pas cette partie-là en nous, la faiblesse, qu'on pense être de la faiblesse. Un homme va voir le côté féminin comme une faiblesse. La femme va voir ça comme une sorte de... c'est que ça lui enlève du charme, c'est les trop masculines et tout ça. Reconnaître ce qu'on n'aime pas en soi, qu'on ne veut pas accepter, qui crée bien sûr une zone de négativité. Et ça, bien sûr, c'est impossible de vivre bien avec ça. Ça empêche l'autonomie, empêche d'être bien avec soi. On n'est pas soi-même, on n'est jamais soi-même. Il n'y a pas de problème dans la vie. Les problèmes sont toujours dans le fait qu'on ne s'accepte pas. Ça a l'air très simple à dire, mais ça va très loin, ça. Quand on n'accepte pas son côté, le côté qu'on ne veut pas avoir. Et des hommes, vous voyez les hommes qui font de la lutte à la télévision, mais les femmes s'y mêlent aussi. Mais surtout des hommes, hein, des brutes, là. Puis plus ils sont brutaux, plus ils sont hommes. Hein, c'est extraordinaire. Et, alors ça, c'est des gens qui n'accepteraient jamais, bien sûr, de montrer une sensibilité, une affection ou de l'émotion, ou pleurer. Se pleurer, c'est la mort du mal. Il ne faut surtout pas pleurer. Bon, voilà. Et la troisième chose à faire pour en sortir, pour arrêter de vivre dans un monde d'attraction-répulsion, c'est-à-dire toujours des opposés au lieu des complémentaires, c'est de reconnaître la dépendance qu'on a vis-à-vis des personnes, ou bien le pendant, le contraire, le contrôle, le besoin de contrôler, le besoin de dépendre. Le besoin de dépendre est extrêmement répandu. Les gens apprennent ça quand ils sont avec leurs parents, dépendent, pour obtenir souvent des faveurs et tout ça, pour être bien avec leur mère ou avec leur père, ils dépendent. Et les parents, souvent, sont de connivence. Ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent des adultes, parce qu'ils vont les perdre. Alors, ça crée des enfants perpétuels. Alors, ils deviennent dépendants, même quand ils ont quitté les parents, ou bien ils deviennent contrôlants, ce qui est la même chose. Parce que c'est un rapport qui est faux. Vous ne devez pas dominer, vous ne devez pas non plus être dominé. C'est difficile, l'équilibre, vous voyez. Mais en même temps, c'est facile à voir de l'extérieur. La dépendance, moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune, la dépendance des parents, puis la peur, puis tout ça que ça vient avec. Mais ça peut prendre beaucoup d'années avant que vous appreniez à devenir vous-même, mais ça vaut la peine. Et vous vous apercevez vous-même que quand vous avez été dépendant, vous devenez manipulateur et tout ça, c'est facile, ça va ensemble. Et ça aussi, il faut le découvrir. Puis quand on le découvre, c'est comme ça qu'on en sort. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas être en croissance. Deuxième niveau c'est juste des niveaux, parce que beaucoup de gens ont tout ça à la fois. On a ces étapes-là, on peut les avoir plusieurs à la fois. Hein? On reste un peu infantile dans son amour. Il y a des choses qui manquent. Mais c'est pas grave, parce que si on sait où on s'en va, c'est beaucoup plus simple, plus clair. Le niveau intermédiaire, c'est le niveau de la famille. Dans la relation d'amour ou d'attraction émotive entre les parents et les enfants, il y a un peu de ça, il y a un peu d'hormonal, bien sûr, parce que la mère, quand elle donne naissance, c'est très physique, le rapport avec le bébé. Et ça reste physique longtemps, parce que ça s'en va pas juste par le fait qu'on comprend ces choses-là. Il y a une attraction, une réponse, le sang, l'appel du sang, comme on dit, c'est très fort. Entre les frères et les sœurs, c'est beaucoup moins, mais surtout entre les parents et les enfants. Alors, il y a une certaine forme d'animalité, là, hein, qui se manifeste. Puis souvent, la mère, qui est un symbole habituellement, au début en tous les cas, la mère est un symbole d'amour inconditionnel pour le bébé. Ça, c'est vrai, parce que le bébé braille, il pète, puis il fait toutes sortes de choses désagréables, puis c'est pas important. Elle l'aime inconditionnellement. Ça demeure aussi longtemps que le bébé commence à ne pas être trop différent de ce qu'elle veut. Et quand le bébé commence à monter, qu'il ne va pas être comme la mère veut qu'il soit, bien là, l'amour devient très conditionnel. Puis tellement conditionnel que des fois, ça devient du mépris, de la haine. C'est curieux, mais c'est comme ça.
C'est pour ça que je vous dis que c'est intermédiaire, ça passe de l'un à l'autre. L'amour fraternel, c'est pas nécessairement de l'amour aussi. Hein. Des fois, les gens font seulement que se tolérer. Chez moi, on ne s'aimait pas du tout. Hein. On vivait dans la même maison, mais parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Et le lien du sang crée une fusion souvent très infantile, c'est-à-dire que les gens ils sont pas eux-mêmes, puis ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. Il faut qu'ils soient comme les parents. Quand c'est très organisé, la famille, quand le père est très fort, ça crée une sorte de cellule de surchauffe. Alors, avant que les enfants puissent avoir la force de quitter ça, puis la force ensuite de devenir eux-mêmes, parce qu'ils ont tellement d'allant, d'habitude à être soumis, avant qu'ils deviennent eux-mêmes, ça peut prendre du temps. C'est pas important, le temps pourvu que ça se fasse. Alors, c'est ambigu, le milieu familial, à cause de ça. C'est nécessaire d'avoir ça. C'est nécessaire de connaître de l'amour, de l'affection, mais en même temps, c'est nécessaire aussi de sortir de ça. Non pas d'arrêter d'aimer, mais de le faire autrement. De le voir comme une étape qu'on franchit. Il faut ensuite devenir soi-même. Ça veut dire qu'on doit croître malgré les parents. Les parents n'aiment pas toujours ça. Se libérer, apprendre à se libérer. Alors, la famille est un cadre qui peut être normal pour apprendre à aimer comme il faut. Mais ça dépend tout d'abord des parents, hein, bien sûr, parce que c'est eux autres qui fondent, disons, les règles de l'économie familiale. C'est les parents qui décident ça. Comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se conduire. Alors, mais ce serait un cadre qui devrait produire des gens qui sont à la fois qui sont aimés, qui ont confiance en eux, puis ont le goût de vivre leur vie et qu'on leur laisse vivre leur vie. Ces gens-là vont être prêts à aimer. Mais s'ils n'ont pas connu ça, bien, il va y avoir toutes sortes de troubles, comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est un cadre normal qui pourrait développer le vrai amour, c'est-à-dire une capacité de s'aimer soi-même et de pouvoir regarder l'autre, de respecter l'autre, de voir que l'autre soit bien. Te voglio bene, là, je veux ton bien. C'est ça, aimer. C'est pas contraire au fait qu'on s'aime soi-même, au contraire, il faut avoir ça. L'amour des parents devrait donner ça, là, le premier amour, je m'aime moi-même. Ça devrait ça. Ensuite, là, il faut que vous alliez ailleurs pour aimer les autres, parce que c'est pas dans la famille que vous allez apprendre ça. Parce que c'est trop tissé, serré. Apprendre à aimer les autres, apprendre parce qu'ils sont très différents, puis ils ne pensent pas comme nous, ça, c'est très beau, ça. Mais si la personne a appris à être aimée, à se respecter, on l'accepte telle qu'elle est, ça, c'est extraordinaire, ça. À ce moment-là, elle peut enfin aimer les autres. Mais si ça n'a pas été fait, il va falloir qu'elle le fasse. De toute façon, moi, je pense que ça n'existe pas, l'éducation. Ce qui existe, c'est toujours de l'auto-éducation. On s'éduque soi-même et ça se fait toujours à partir du canevas qui a été plus ou moins raté, celui des parents. C'est rare que c'est une éducation parfaite. Et c'est à partir de ça qu'on commence à un moment donné, je ne sais pas si c'est à l'adolescence ou plus tard, quand on commence à devenir un peu plus adulte, on commence à se dire, bien ça, non, ça, je ne prends pas ça, c'est fini, j'en veux plus de ça. Ça, oui, ça, c'était bon, ça. Là, vous commencez à faire un tri sur les choses qui vous ont été proposées, vous avez vécues, vous avez apprises. Et que là, vous commencez à faire votre propre condensé à vous, votre propre synthèse. Vous devenez vous-même de plus en plus. Ça veut dire que vous êtes obligé de reprendre votre éducation. Reprendre ce qui est vous, finalement. Le discernement. Oui, on va en parler tout à l'heure. Alors, si les parents sont un peu comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, les amants ou les couples qui apprennent à accepter chacun leur complément, leur sexualité complémentaire ou disons, leur qualité complémentaire. L'homme, ses qualités féminines et la femme, ses qualités masculines. Ça va faire des êtres non pas parfaits, parce qu'il n'y a rien de pire que ça, la perfection, mais des êtres qui sont capables de vivre leur vie, et être bien d'être eux-mêmes, puis de croître ensemble. À ce moment-là, les enfants vont pouvoir faire des gens qui sont capables d'aimer. En fait, c'est ça l'enjeu de la vie, c'est d'apprendre à aimer. La plupart des gens ne cherchent que ça,
L'amour, le bonheur, puis c'est mêlé, puis ils ne savent plus ce que c'est, puis il y a tellement de propagande, puis fausse propagande, puis ils ne savent plus. Puis les parents, souvent, n'ont pas été aidés parce qu'eux-mêmes n'ont pas été des réussites sur le plan de l'amour, ni sur le plan de l'autonomie. Ça ne sépare pas l'autonomie puis l'amour. Vous ne pouvez pas aimer si vous n'êtes pas autonome. C'est seulement vous dépendez ou bien vous dominez. C'est pas de l'autonomie, ça. C'est pas de l'amour. Alors, c'est les parents qui d'après moi, créent la matrice pour que la personne puisse devenir elle-même. Ça veut dire que les parents doivent être assez bien avec eux-mêmes pour permettre à leurs enfants d'être différents et de s'en aller et de vivre leur vie. On en demande peut-être beaucoup, mais c'est ça qu'il faudrait. Au lieu de les envoyer à l'école, qui apprennent à faire ça, ça c'est bien plus important. En tous les cas, on ne change pas le monde, puis c'est un peu tard. Bon, alors l'autonomie, moi j'ai parlé beaucoup de ça. J'en ai parlé surtout parce que je ne l'ai pas vécu pendant longtemps et que ça a été une sorte de leitmotiv de ma vie de devenir autonome parce que je pense que tout est axé sur ça. Si vous êtes autonome, ça veut dire d'avoir sa propre loi intérieure, autos nomos, ma loi à moi, ma façon de concevoir ma vie. Vous ne pouvez pas remplir ça par personne d'autre. Et ça prend du temps avant de le découvrir, justement parce qu'il faut le reconstruire, récupérer ses valeurs, faire sa propre intégration. Et ça, c'est... il n'y a pas de livre de recettes pour ça. Il faut que vous appreniez à le faire sur place, en vous-même. Mais c'est tellement extraordinaire quand ça arrive. À ce moment-là, vous êtes beaucoup plus reconnaissant vis-à-vis de vos parents parce que là, vous comprenez qu'est-ce qu'ils vous ont donné, puis qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas vous donner que vous deviez faire à votre place. Et que c'est pas un manque, ça. C'est parce que chacun doit faire ça de génération en génération. Il n'y a pas d'éducation parfaite. Puis, les parents ne peuvent pas transmettre un tableau idéal, c'est impossible parce qu'il faut que l'enfant apprenne à se connaître et à se développer à travers des conflits. Vous voyez, alors vous ne pouvez pas dire, ben là, vous faites ça facile, là, vous allez seulement qu'à manger, puis à dormir, puis à vous amuser, puis la vie va être parfaite. Non, il va falloir que vous traversez vos épreuves à vous, vos problèmes à vous. Les parents ne peuvent pas enlever cette voie-là, c'est essentiel, mais ils sont capables de les préparer, par exemple. Bon, il ne faut pas entrer trop dans l'éducation parce que ça nous éloigne du sujet. L'attraction par affinité. On peut avoir ça dans la famille, vous voyez. On peut avoir de l'amitié entre frères et sœurs, évidemment entre parents et enfants aussi. Et donc, on est à un niveau différent de relation. Parce que c'est pas hormonal, c'est sûr. Il y a de la tendresse, mais il y a énormément de respect. Là, on entre justement dans ce respect de l'autonomie de l'autre. Un être a un destin différent, des besoins différents, des façons d'être qui sont différentes, et qu'il faut aimer ça. Il faut les vouloir comme ça. Je pense pas, pour moi-même que l'amitié, c'est le modèle de l'amour, et non pas l'amour de l'amitié. C'est l'amitié qui est le modèle. C'est un amour qui n'est pas nécessairement pur et parfait, mais c'est un amour qui a comme base. Il faut absolument que la base soit là. Il faut qu'il y ait une sorte d'affinité. Il faut qu'il y ait des intérêts communs. Un peu comme disait Saint-Exupéry, que l'amour n'est pas de se regarder ensemble, c'est de regarder ensemble vers la même direction. C'est un peu ça. C'est des gens qui n'ont plus besoin de se faire dire je t'aime ou être appuyé par l'autre, puis être supporté pour que la vie soit endurable. Non. Ils sont assez autonomes pour justement pouvoir entrer en relation avec une autre autonomie. Et là, à ce moment-là, c'est justement le te voglio bene, je te veux du bien. Dans l'amitié, il n'y a pas de sexe. Il peut y avoir des relations sexuelles entre amis, mais comme tel, l'amitié, ça ne comporte pas ça essentiellement. Il y a des affinités, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, je dirais, des tournures d'esprit qui sont semblables. On peut s'entendre. On peut parler ensemble, puis on se comprend sans être obligé de tout expliquer. Il y a des intérêts communs. Il y a de la compréhension aussi de ce que l'autre a vécu. Il y a une autonomie, un respect total, une capacité de ne pas être avec l'autre personne. C'est-à-dire, elle peut partir pendant des mois, puis ça ne change rien. Donc, c'est libre du temps et de l'espace, ce qui n'est pas le cas dans les amours-passions. Parce que dans l'amour-passion, si vous n'êtes pas à côté de l'autre et que vous ne touchez pas, c'est le drame. Les larmes tout de suite.
tu m'aimes plus, on se voit plus, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, on se voit pas, je veux dire, laisse-moi dormir. L'autonomie, le respect, c'est pas sexuel au point de départ, mais ça peut être extrêmement tendre. Et ça peut devenir inconditionnel, c'est-à-dire un amour inconditionnel. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même s'il y a une trahison, même, ben, ça ne pourrait pas se réparer comme avant, mais il y a une sorte de respect, une sorte d'estime pour la personne, pour ce qu'elle est quand même, malgré ses faiblesses. C'est ça de l'amitié. C'est personnel, puis en même temps impersonnel. Et personnel dans le sens, comme le disait Montaigne avec la Boétie, qui était son ami, on lui demandait pourquoi c'est votre ami. Il dit parce que c'est lui et parce que c'est moi. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. C'est qu'on s'entend, puis on est fait pour s'entendre. Alors ça, c'est le côté personnel. C'est pas un autre, c'est lui. Le côté impersonnel, c'est que peu importe ce qui arrive, je vais toujours être d'accord. Ça, c'est au-delà de la personne, ça. Même, on ne se voit plus, c'est fini. J'ai vu des amis, moi, au collège. Il y en a un, Marcel, que j'ai revu 40 ans après. C'était comme si on s'était toujours vu. Ça a pris à peu près 2 heures pour se remettre à jour. Puis c'était fini. Puis on ne s'est pas vu depuis. Et c'est pas important. Alors, c'est le niveau du cœur, mais c'est pas le niveau de... C'est pas de l'émotion de personne qui n'est pas autonome. C'est de l'émotion de quelqu'un qui est autonome. Il y a différentes sortes d'émotions sur ce plan-là. Quand on n'est pas autonome, on est beaucoup trop affecté par l'autre. On a des pamoisons, là, on se pend pour une personne, puis tout ça, c'est évidemment le côté infantile en nous. Mais dans l'amitié, ça ne peut pas marcher. Tout d'abord parce que vous ne pouvez pas toujours être avec la personne et que pour qu'il y ait un respect, il faut qu'il y ait de l'autonomie entre les deux. C'est ce que je pense. C'est le niveau du cœur. Quand on parle du cœur, c'est l'amour qui n'est plus récupérant, qui ne récupère pas l'autre. Je le laisse exister. Et c'est comme un bonheur de savoir qu'on a une relation avec cet être-là. Et pourtant, on ne reçoit rien nécessairement de... Il n'y a pas de compensation comme telle, sauf le fait que c'est enrichissant et ça nous fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose de positif dans cette relation, c'est très énergisant, c'est de l'amour. Alors, même dans le mariage, d'après moi, ça devrait exister. Si ça n'existe pas, le mariage ne peut pas durer. C'est pas essentiel que le mariage dure, ça c'est peut-être des coutumes, on peut discuter ça. Mais il reste que si on veut qu'une relation soit un peu durable, et là, évidemment, on ne mettra pas d'année parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais disons que ça dure plus que 6 mois, bien, il faut qu'il y ait certainement un début d'amitié. Il y a une capacité d'être autonome vis-à-vis de l'autre. Autrement, c'est tout de suite la chicane, la rivalité, puis la jalousie, ou bien la peur que l'autre s'en aille, toutes sortes de choses. Écoutez Dr. Phil, vous allez comprendre tout de suite. Dr. Phil, c'est rempli de ça. Je regarde encore ce soir, parce que là, je me perçois, mais c'est pas possible. Des adultes ils ont des problèmes d'enfants. Ils ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes. Il faut qu'ils aillent voir papa, puis lui disent, oui, oui. Puis lui dit, vous allez faire ça? Oui, oui, on va le faire, on va le faire. Ils sont comme des enfants. Ils n'apprennent pas à se gérer eux-mêmes. En tous les cas, dans une relation d'homme et femme, adultes, disons mariage ou couple, peu importe que ce soit l'arrangement ou la condition, pour qu'il y ait croissance, que ce soit pas juste stagnant, puis qu'on couche ensemble, on a du sexe, c'est tout, puis chacun travaille de son côté, puis ou bien on fait de l'échangisme, c'est toutes sortes de conditions complètement étrangères à l'amour, finalement. Mais il faut qu'il y ait de l'amitié. Il faut qu'il y ait un niveau où la personne puisse respecter l'autre sans que ça soit toujours en fonction de moi. Que l'autre puisse exister dans ses valeurs et aimer qu'il soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Et que ce n'est pas toujours en fonction de moi, mais en fonction de l'autre. C'est ça, l'amour qui commence réellement. Et là, c'est pas toujours ce qui arrive. Les gens pensent que... moi, j'ai vu tellement de programmes sur... C'est la mode aux États-Unis maintenant, le mariage. Le mariage, c'est la grande chose. Il
faut qu'il y ait un mariage avec des grands draps, puis qu'il faut que ce soit tout parfait, pas de bavure, puis il faut que ce soit le jour suprême de votre vie. Il faut que ce soit le bonheur suprême. C'est tellement quétaine, cette affaire-là. Mais c'est les 6 années après qui comptent. C'est pas le jour du mariage. C'est incroyable que les valeurs sont complètement faussées. On pense que vous entrez dans le mariage, c'est comme entrer dans un jardin de bonheur total. Tout va être parfait. Mais faut-il être imbécile de penser comme ça? C'est comme si vous allez changer de nature. C'est comme si, moi, quand je suis entré en religion, j'allais devenir un être différent. Même quand je suis devenu prêtre, quand j'ai été ordonné, on nous faisait croire les mêmes choses. Vous allez être prêtre, puis le monde va changer. Vous allez vous promener sur la rue, vous allez avoir un aura, personne ne va le voir, mais vous l'avez quand même. Et vous êtes transformé, vous n'avez plus de défauts. Mais c'est pas vrai du tout. C'est même la meilleure façon de garder ses défauts. Il les fait passer comme des vertus. En tous les cas, dans le mariage, on voit ça parce que il y a des vagues. Hein? C'est à la mode là, maintenant, le mariage. On se marie. Pourquoi est-ce qu'on se marie? C'est parce que c'est la chose, c'est ça qui va vous donner le bonheur. Si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas être heureux. Ah bon? Bien, moi, j'ai toujours été heureux, puis je ne peux pas marier. Et c'est pas essentiel, le mariage. Hein? C'est pas essentiel même de vivre avec des gens. Ce qui est essentiel, c'est d'être en croissance. Et si on n'est pas en croissance à deux, ce serait mieux d'aller chacun de son côté puis faire un peu de croissance pendant quelques jours. Une retraite de croissance. Alors, ce serait normal que dans une relation de couple, que le niveau, comment est-ce qu'il s'appelle ça, là, le niveau génital soit dépassé. C'est-à-dire qu'il est toujours là, mais il est comme en veilleuse. C'est pas aussi important qu'avant. Ce qui est le plus important, c'est la capacité d'être présent à l'autre, d'être attentif à l'autre, de respecter ses silences, de l'aimer tel qu'il est, parce qu'il y a des hauts, des bas, les humeurs sont... Et ça, c'est bien plus important. C'est pas juste le sexe, ça peut aider à raccommoder des choses, mais si c'est basé uniquement sur cette entente physique, bien, tous les autres domaines ne sont pas guéris, ne sont pas honorés. Pour atteindre l'harmonie entre un couple, il faut qu'il y ait de l'amitié. Ça ne suffit pas juste d'avoir une bonne séance sexuelle. Ça ne suffit pas, ça. Vous l'essayerez, vous allez voir. Pour assurer la croissance, pour faire durer la relation, il faut qu'il y ait de l'amitié. Parce que l'amitié est en dehors du temps et de l'espace. C'est quelque chose qui va à un autre niveau et qui permet d'être dans un contact de bonheur, de joie et d'harmonie avec une personne sans qu'on soit toujours en train de se demander si elle m'aime, puis tout ça, puis moi. C'est infantile, cette attitude-là. Mais il y a moyen de rester infantile toute sa vie, hein, c'est facile. Et je pense que c'est le modèle de tout amour, l'amitié, oui. Ça mène vers l'amour personnel. On va parler de ça maintenant. L'amour universel, impersonnel, que les gens appellent ça souvent l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on aime sans que les conditions soient nécessairement agréables ou bonnes ou les meilleures. Il y a beaucoup de gens qui font ça et ils ne sont pas reconnus comme tels. On n'en parle pas. Mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Des gens qui s'occupent des démunis, des gens qui s'occupent des malades, des minorités, des gens qui s'occupent de l'écologie, des gens qui s'occupent de l'eau, de l'air, de guérir des animaux, de recueillir des animaux malades. Ça, c'est de l'amour gratuit. Vous ne recevez rien, les animaux ne vous disent pas oh, « t'es bien fine, t'es bien fine ». Non. Ils peuvent vous faire caca sur vos souliers, ça ne change absolument rien, parce que leur forme d'amour est différente. Alors, si on s'attend à ce qu'on reçoive le même amour qu'on se ferait d'un humain, c'est la première chose. Mon chat m'aime beaucoup, mais surtout quand je lui donne la nourriture. Puis après ça, ben, il va dans son coin, puis il ne me regarde même plus. J'existe surtout quand la faim commence à arriver, là. Là, il commence à me regarder, là. Il a un air spécial, puis il a des gros yeux, là, puis ça veut dire quelque chose là, qui se passe, là. Il faut que tu fasses quelque chose, là. Ben, c'est comme ça. Les chiens peuvent voir que c'est différent, mais il y a un peu de ça, parce que c'est normal qu'ils soient intéressés. Ils ne connaissent pas autre chose. C'est fait pour ça.
Mais un humain doit apprendre à sortir de ça à un moment donné. Alors, cet amour-là, te voglio bene, je te veux du bien. Et ça, c'est ça l'amour, je te veux du bien. Je veux que tu sois bien, heureux, heureuse, que tu réussisses. Moi, j'envoie des vagues comme ça constamment aux gens que je vois sur la rue. Et c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est pas codifié comme de l'amour. Mais pour moi, c'est ça, parce qu'on ne peut pas atteindre les gens autrement aujourd'hui. Les gens sont trop pris, c'est pas avec l'Internet que vous allez faire ça. On n'a pas le temps de faire ces choses-là. On va toujours au plus pratique, et c'est normal parce qu'il y en a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui dépasse ce domaine-là, qui va atteindre l'âme ou les besoins intérieurs de l'être, c'est-à-dire le sentiment qu'elle existe, qu'elle est importante, qu'elle a de la valeur, ça peut se nourrir d'une façon indirecte à travers des lancements des fusées qu'on envoie, fusées de pensée et dynamique, qu'on appelle la prière d'ailleurs, et diriger ça vers des personnes qui en ont besoin. Et c'est beaucoup plus important qu'on pense aujourd'hui. Parce que c'est pas l'Internet qui va sauver le monde, je regrette. C'est bien beau l'Internet, mais ça ne crée pas la paix, puis on ne règle aucun problème vraiment sérieux. Alors que ça pourrait changer. Mais il faudrait que les gens le fassent, par exemple, parce que si c'est pas fait, ça c'est un travail individuel, pas de machine qui peut faire ça. Plus l'amour se réalise, moins il tient compte du sexe de la personne, de la race de la personne, de l'âge de la personne, de la condition sociale, riche, pauvre, et de la croyance de la personne. C'est pas important, vous êtes un être humain, c'est tout. Et bien sûr qu'on aimerait mieux ça que si vous étiez beau, puis tout ça, c'est pas important. Ça a cessé d'être important. Parce que ça, c'est des dimensions ou des valeurs ou des réalités qui qui touchent beaucoup la personne, qui est très influençable, qui est très émotive et tout ça, bien très bien. Mais à un certain niveau, il faut dépasser ça, là. Il faut arrêter d'être toujours une blessure ouverte, là. Faut se guérir soi-même. Puis là, vous êtes capable de regarder les aides, même si vous n'êtes pas capable de les aider beaucoup. C'est pas la quantité ni les œuvres importantes, c'est le fait que votre attitude est tournée vers les autres. Et c'est ça qui fait le bien en vous. Ça vous fait du bien d'être tourné vers les autres. Ça vous fait du mal d'être tourné vers vous. Tourner vers vous, c'est-à-dire d'être pris dans votre négativité. Parce qu'on peut être à l'intérieur de soi, dans la paix, l'âme qui est paisible, mais si on est tourné vers soi dans ses bobos, puis je suis pas ci, puis je suis pas ça, puis je réussirai jamais, puis je suis venu pour un petit pain, puis ça va donc mal dans ma vie, puis ça, je m'aime pas, là. Et je pense que c'est capital, ça. Alors, là, on va étendre ça, là. On va faire... c'est on fait dans les cinémas autrefois, là. On ouvrait l'écran, là, puis ça devenait un grand film. On fait ça, là, puis là, on va regarder l'amour universel qui existe dans la nature, dans l'univers. C'est de là que vient notre désir d'être ouvert aux autres. Ça ne vient pas de notre ego, là, de notre petit personnage. Pas ça du tout. C'est en nous, au fond de nous, mais c'est déjà là. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, là. C'est pas, tu sais, comme devenir bon en mathématiques, là. Ça n'a rien à voir. C'est pas une acquisition. C'est déjà là, mais c'est pas mis en valeur, puis c'est pas développé, puis c'est pas reconnu. Donc, ça reste là comme un œuf qui n'a jamais été fécondé, c'est tout. Là, c'est en nous. Parce que dans l'univers, tout est animé d'une énergie. On ne peut pas appeler ça de l'amour parce que c'est pas la même énergie qu'on connaît dans l'amour humain. Cependant, c'est pas séparé de ça. C'est pas différent. C'est comme une sorte de fraîcheur, d'innocence dans les choses, dans la nature, dans les animaux, sur la terre, tout ça. C'est partout, l'air, les étoiles. J'ai regardé les étoiles tout à l'heure quand le feu était arrivé, là. Puis j'ai dit peut-être, le vrai feu, c'est peut-être les étoiles, mais c'était extraordinaire. Il y avait beaucoup d'étoiles, là, parce qu'on est quand même un endroit où quand c'est froid, ça apparaît. Alors, tout ça, c'est des signes d'amour. Et c'est pour dire que, j'essaie de dire quelque chose, là. Je ne sais pas si je vais réussir, mais on ne connaît l'amour inconditionnel de ce qu'on appelait Dieu, c'est-à-dire de la source
totale de la vie, la source universelle, on ne reconnaît ça que quand on commence à s'éveiller soi-même à l'amour universel, quand on commence à aimer les autres pour ce qu'ils sont. C'est comme si on rejoint quelque chose qui était toujours là, on ne le savait pas. C'est pour ça que ça fait tellement de bien, parce que c'est ça l'ordre universel, c'est ça l'harmonie, c'est ça la beauté de l'univers. On est fait de la même espèce, de la même énergie. On dit qu'on est fait de la même matière que les étoiles, mais c'est plus que ça. Là. On est fait de la même énergie intérieure, ce qui anime l'animation universelle est en nous, c'est de la même nature, même nature. Et je veux dire aussi que l'amour est sacré. Mais ça, c'est un chapitre que je n'ai jamais développé, mais j'en parle. Qu'est-ce que ça veut dire, sacré? Ça veut dire, d'après moi, quelque chose qui est tellement relié à l'ensemble que vous ne pouvez pas le séparer sans perdre son sens immédiatement. Prenez l'argent. L'argent, quand il devient de la spéculation, qu'est-ce que c'est la spéculation? C'est qu'au lieu d'utiliser l'argent pour gagner sa vie, par exemple, on fait des choses, puis on est payé pour, où on fait un objet, où on est payé pour, et tout ça. Ça, c'est le rapport argent et production humaine. Mais là, la spéculation, c'est qu'il n'y a aucune production humaine. Vous allez dans une banque, puis ou bien vous jouez à l'argent, puis ça roule ensemble. C'est indépendamment des humains. C'est uniquement égocentrique. Et là, l'argent perd son sens. Il n'est plus sacré. Alors que c'est une valeur sacrée, c'est de l'énergie. C'est l'énergie communautaire. Ça aide, c'est ça qui est utilisé pour faire des contacts entre les êtres. Et dans ce sens-là, c'est tout ce qui aide à relier les êtres, c'est sacré. Le sexe, c'est sacré. L'argent, l'écologie, c'est sacré. Parce que tout est relié dans l'écologie. Tous les animaux, les plantes, les insectes sont reliés ensemble. Vous ne pouvez pas briser ça. Quand vous brisez ça, tout de suite, ça va mal. Partout, partout, parce que tout est affecté. C'est ça le domaine du sacré. On a tellement perdu ça là, que là, c'est presque impossible de retrouver ça. Quoi qu'on peut au moins, dans ce qui regarde notre vie, ce qui nous entoure, on peut quand même retrouver ce respect-là. Ça devient profane. Le contraire du sacré, c'est le profane, ça veut dire que c'est profané. Vous perdez le sens réel de cette chose-là, vous la sortez de son contexte, vous en faites une valeur qui est nulle parce qu'elle est sans rapport avec l'ensemble. Alors même, disons, le spectacle, le monde du spectacle, le monde du plaisir, bien sûr que c'est une valeur en soi, mais c'est devenu comme, en dehors de tout le reste, là, les gens ne vivent que pour ça. Vous prenez Las Vegas, c'est un exemple parfait. Las Vegas, c'est l'absence totale du sacré, l'absence totale. Il n'y a rien que faire de l'argent, puis s'amuser, puis c'est pas relié à rien de la souffrance humaine, à rien de ce qui se passe dans le monde. C'est comme on s'évade de tout le reste. Et c'est une fausse évasion parce que vous ne devez pas perdre le contact et rester humain. C'est ce que je pense pour le moment. Peut-être qu'en disant je vais avoir changé d'idée. Mais... alors, ce qui rend une chose sacrée, c'est son lien avec l'ensemble. C'est pour ça que chaque personne est sacrée, parce qu'elle est reliée à l'ensemble, même si elle n'est pas importante, c'est pas important. Les liens ne dépendent pas de votre rôle. Ça dépend de votre nature. Alors, relier l'invisible au visible, le visible à l'invisible. Tout est relié à un niveau plus profond qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on profane tout, qu'on gaspille tout, on magane, on massacre, parce qu'on ne comprend pas que tout est relié. Par exemple, tuer un arbre juste parce que vous n'aimez pas le paysage ou bien vous voulez bâtir des maisons, là vous entrez dans le profane. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel dans un arbre. Je ne parle pas d'un arbre qui est vraiment, qui n'a pas beaucoup de valeur, comme du tronc, par exemple, c'est pas tellement, mais ça reste un arbre. Mais dès que c'est un arbre, disons qu'il y a à peu près 60 ans, c'est extraordinaire de tuer ça, c'est pas possible. Alors vous blessez tout l'ensemble de la nature à ce moment-là, mais évidemment, si vous n'êtes pas sensible à ça, c'est parce que vous n'êtes pas sensible à tout ce qu'on a dit avant. Alors, la chose qui est profanée perd son sens quand elle est séparée comme ça. Par exemple, l'atome. Quand vous commencez à jouer avec les atomes et que vous perdez le sens de l'ensemble, pour qu'il y ait une bombe atomique, là, vous êtes rendu très loin, là. Vous avez perdu complètement le sens de la vie. Parce que vous servez de la vie elle-même ou de ce qui est naturel pour détruire la nature, détruire les êtres, c'est complètement pas possible. Les gènes, parce que les gènes aussi suivent le même rôle.
on abuse, on claude, on fait, il n'y a rien qu'on ne fera pas maintenant, parce que comme la porte est ouverte, puis les gens ont perdu un peu le sens du sacré, justement, il n'y a rien qui n'est pas faisable, on le fait. Vous parlez d'une mentalité. Alors, la sexualité, c'est la même chose, et l'argent, comme j'ai dit. Tout ça, c'est des valeurs qui pourraient être intégrées dans un monde où on respecte les valeurs en soi et non pas vivre comme rien n'était relié. Aujourd'hui, il n'y a presque rien qui est relié. Bien sûr, on va dire l'Internet relie tout le monde, mais je pense que c'est factice. Les gens ne sont pas reliés, pas plus qu'avant et même moins. Les gens ne respectent plus rien. Tout ça, ça vient de ce manque de respect des choses naturelles. Les animaux, la nature, son corps, les liens entre nous, là, tout ça. Bien, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement vaste et j'ai déjà dépassé mon temps. Enfin, ça valait la peine. Je pense on parle beaucoup, bien sûr, d'amour, surtout Eros et compagnie. Puis, moi, je ne regarde pas ces affaires-là, mais je sais les noms parce que je les vois à la télévision. Puis, il me semble qu'il y a de l'échangisme maintenant. J'avais quelqu'un qui m'avait envoyé une lettre à un moment donné, qui voulait savoir il voulait faire de l'échangisme, il voulait savoir ce que je pensais. alors, c'était jamais mieux que vous échangiez vos idées, plutôt. Alors, en tous les cas, c'est comme ça. Il n'y a plus de valeur. Pourquoi changer de partenaire? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien profond. C'est tout. Ça veut dire que change de chaise. Vous avez besoin de cette chaise-là, vous prenez-la pour une semaine. C'est ça. C'est un meuble. Alors, s'il y a une relation profonde, vous ne devez pas violer une relation comme ça. C'est pas possible. Mais il n'y a plus rien qui est sacré. C'est ça qu'on le voit. Mais moi, ça ne me dérange pas comme tel parce qu'à un moment donné, je vais quitter ce monde, mais c'est pas une façon c'est pas gentil de dire ça. Mais c'est un fait que vous ne pouvez plus changer ces êtres-là. Et vous ne pouvez pas changer la mentalité actuelle parce qu'elle s'en va dans ce sens-là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de reconnaître que c'est ainsi, puis de ne pas jouer dans la boue. C'est tout. Gardez vos souliers propres. Et savoir que ça se passe comme ça. C'est comme ça que ça se fait, la dégradation de la société. Il y a même un programme le soir, à un moment donné, je ne dormais pas, puis je regardais la télévision, il était à 11h30, je pense. C'était des scènes qu'on trouvait dans les romans sur la Rome décadente, tu sais, puis on a fait des films là-dessus, puis même des auteurs italiens de la Renaissance qui ont fait des choses sur Boccace et tout ça. Sur les excès des Romains, bien, on faisait la même chose. Puis on appelait ça d'ailleurs des parties romains. Et on est rendu loin, là. On veut faire comme les Romains, on pense que c'est beau, puis c'est grand, parce que c'est une grande... Ça, c'est la déchéance, puis la déchéance, c'est la perte du sacré, c'est tout. Il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus rien qui est vraiment relié à l'ensemble. On fait ce qu'on veut avec tout. C'est ça. Alors, c'est important de retrouver ça, d'après moi. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, on commence. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, oui, monsieur. La sensualité harmonieuse en nos 5 sens, est-ce que c'est une direction de croissance spirituelle ou c'est une faute? Quand est-ce que les désirs et les plaisirs, à un moment donné, justement, que ça devient de dépravé? Eh bien, c'est pas tellement... les désirs, ça ne vient pas de notre choix. C'est quand il y a des émotions négatives qu'il faut se regarder et se guérir. La peur, parce que ça fausse les émotions. Toutes les émotions qui sont positives, comme l'amour, la paix, l'émerveillement, la générosité, c'est des émotions de l'âme qui sont pures. Mais quand vous avez des émotions négatives, comme la peur, la jalousie ou la culpabilité, vous faussez toutes vos émotions. Alors, c'est comme si c'est un piano qui n'est pas accordé. Le piano est toujours là, mais il n'est pas accordé. Donc, vos émotions, comment est-ce que vous disiez ça, là, la sensualité, c'est une chose naturelle. Il n'y a rien à changer dans ça. Elle est en harmonie si vous êtes bien avec vous. C'est tout. Si vous n'êtes pas bien avec vous allez vous en servir comme un instrument pour dominer les autres et le reste et le reste. À ce moment-là, c'est parce que vous n'êtes pas bien avec vous. En soi, si vous êtes bien avec vous, ça va vous rendre heureux, vous allez pouvoir avoir des relations beaucoup plus fécondes avec les autres, et votre vie sexuelle va être tout à fait normale.
Mais si vous n'êtes pas bien avec vous-même, tout va être... c'est le centre. C'est la façon dont vous vous voyez vous-même qui fait que toutes les choses qui sont dans vous vont être faussées ou accordées. Vous comprenez? Au moment qu'on est en harmonie avec nos cinq sens, là, Non, non, pas juste les cinq sens, vous-même. Les cinq sens, tout ça, ça va être en harmonie dans la mesure où vous vous acceptez vous-même. Parce que vous, c'est plus que juste les cinq sens. C'est de l'émotion, c'est de la connaissance que vous avez spontanément de vous-même, l'âme. Et ça, ça dépasse les cinq sens. Cinq sens, c'est physique, ça, c'est corporel. Il y a plusieurs corps en nous. Il y a un corps physique, puis un corps subtil qu'on appelle les émotions, puis un corps mental qui est encore plus subtil, les pensées. Ça, c'est des énergies qui sont comme des poupées russes, là. Tout ensemble. Alors, quand le centre, l'âme, qui est l'animatrice, c'est ça que ça veut dire, l'âme, quand elle est consciente, elle est en paix, c'est-à-dire qu'elle se reconnaît, elle n'est pas obsédée par des émotions négatives, elle n'est pas dérangée par ça, tout ce qu'elle touche est correct. Si vous, vous n'aimez pas, tout ce que vous touchez va être faussé en vous. Alors, vous n'aimerez pas votre sexualité comme il faut, ou bien vous allez vous en servir de façon déréglée. Vous allez compenser avec le sexe. Vous allez compenser avec votre façon de manipuler les gens, qui c'est pas du sexe, c'est de l'émotion. Vous allez vous en servir, puis ça va fausser votre relation tout de suite parce que vous n'êtes pas bien. Mais si vous êtes bien avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est fini, ça. Voyez là, vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe. On est tellement bien fait que c'est vous qui rendez votre bonheur possible. C'est pas les autres, c'est vous. Vous êtes bien avec vous-même quand vous êtes en paix avec vous-même. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, personne ne va pouvoir vous donner la paix. Personne. Ça ne vient pas jamais d'une autre personne, ni d'un autre mouvement ou d'un autre pouvoir extérieur, que ce soit l'Église ou des gens que vous connaissez ou des livres. Ça ne vient pas de ça, ça vient de vous. Vous, vous êtes le seul créateur de votre être. Vous l'harmonisez ou bien vous le déréglez, ça dépend de vous. Alors, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir de devenir un être complètement autonome parce que le divin est en vous. C'est ça, l'âme. C'est comme une plante qui est dans l'eau. L'eau, c'est le divin. Et vous êtes toujours dans le divin. Mais quand votre âme est obsédée par ou dérangée ou voilée par des émotions négatives, c'est difficile pour elle d'agir, de se faire connaître. Ce sont les émotions négatives qui mènent. La peur, alors ça vous fait faire toutes sortes de choses. Et tout ce que vous avez de bon en vous va passer par cette peur-là. Ça va être faussé. La peur... Je suis bien avec moi-même, je suis en paix, et là, je suis dans une bonne direction. Oui, vous êtes en accord avec l'univers, en accord avec tout. Vous savez, c'est pas difficile de comprendre ça. Comme disaient les grands maîtres comme Krishnamurti, Maître Eckhart, vous êtes le monde. Le monde est totalement en vous. Tout ce qu'il y a dans le monde est en vous. L'énergie, et même les savants vont dire la même chose. Toutes les choses sont en nous, on les trouve dans la nature. Mais plus que ça, c'est que ce qui anime l'univers, parce qu'il y a une sorte d'énergie, elle est essentiellement en vous, concentrée sur un plan conscient. Vous êtes vraiment conscient. Alors qu'elle n'est pas consciente dans les plantes, mais elle est là, mais elle n'est pas consciente. Vous, elle est consciente. Ça dépend de vous. Quand elle devient consciente, là, c'est comme si toute la maison est éclairée. Si vous n'êtes pas conscient, bien, c'est déveilleux, c'est plus ou moins éclairé. Et vous êtes plus ou moins bien, la vie est difficile. Mais dès que vous êtes complètement en accord avec vous-même et que vous savez que c'est vous qui menez, l'âme, pas vos idées, là, mais votre âme, c'est-à-dire la capacité d'aimer. Quand c'est ça qui mène, vous êtes complètement en paix et ça va bien, même s'il y a des épreuves, vous êtes capable de les dépasser parce que vous avez ce qu'il faut. Mais quand vous ne vous aimez pas, hein, ça vous enlève toutes vos énergies. Et là, toutes les choses qui arrivent, qui sont, disons, négatives, vont se pogner à vous comme, je sais pas, c'est des choses qui collent, là. Des sangsues, justement, des sangsues. Je pensais à des bateaux, il y a toujours en tous les cas, des cloportes. Comme ça, être soi-même dans un monde qui veut faire de nous autre chose que nous-mêmes. Vous avez compris. Maintenant, il faut changer, il faut transposer ça en réalité et quitter le monde des formules. Il faut que ça devienne vrai pour vous. Que ça devienne vrai. Que c'est vous qui menez votre vie, non pas
par contrôle, comme on dit, je contrôle une compagnie, c'est pas ça. C'est par l'acceptation de ce que vous êtes, par aimer ce que vous êtes tel que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de vous changer, vous n'êtes pas obligé de devenir quelqu'un de mieux ou de plus beau, rien de ça. C'est votre amour qui vous change. C'est pas vos degrés ou bien ce que vous mettez sur vos yeux ou dans vos cheveux. C'est pas ça qui va vous changer. C'est ce que vous aimez. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, disons qu'en grande partie. Bon, le reste, vous allez le faire vous-même. Oui. Moi, c'est concernant l'amour inconditionnel. Oui. C'est pas très clair. Pas très clair. Voilà, parce qu'on m'a déjà dit, il me semble que c'est clair, inconditionnel, c'est sans condition. Ben, c'est facile à comprendre et il y a beaucoup de gens qui le font. Vous pouvez le voir par la façon dont les gens ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils font des choses, mais n'en parlent pas. Vous savez, ils ne passent pas leur temps à dire, vous savez, est-ce que je fais ça? Moi, je fais ci, je fais ça. Je vais voir les malades, j'en vois au moins 15 à chaque jour. Je fais ci. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, ça. Je vois plutôt dans le sens où, supposons, on exige de moi de l'amour inconditionnel. On dit, ah oui, tu parles d'amour inconditionnel, mais c'est comme si je devais tout accepter. Non, non, ça commence par vous. Vous aimez ce dont je viens de dire à monsieur, c'est ça. Il faut que vous aimiez tel que vous êtes inconditionnellement, pas parce que vous n'êtes pas la personne, une personne parfaite, ou ça n'a rien à voir, c'est tel que vous êtes, là. Oui, oui. Parce que l'amour inconditionnel ne change pas la chose. C'est l'amour qui la transforme. C'est pas des choses extérieures, là. Vous la transformez en l'aimant, comprenez? Comme on dit, quand on aime quelqu'un, la personne devient belle. Bien, si elle passe à la télévision, elle ne sera pas plus belle qu'une autre. Mais c'est vous qui la rendez belle. C'est l'amour. Alors, si vous vous aimez vous-même, ça, c'est de l'amour inconditionnel. Mais dans les Tel que rapports, vous êtes. Dans les rapports avec les autres, Il n'y a pas de problème avec ça. C'est avec vous que sont les problèmes. Je ne parle pas de vous parce que je ne vous connais pas, mais c'est en général. Là, la personne, vous pouvez pratiquer la technique du miroir. Est-ce que ça vous intéresse? je la connais pas. Bien, je vais vous le dire. Ça peut intéresser tout le monde. C'est une technique qui m'a été livrée par des gens d'en haut. Et ils m'ont dit, voici, vous allez vous mettre devant votre miroir et vous allez fermer la porte parce que vous avez du monde dans votre maison. Il ne faut pas qu'ils entendent ce que vous allez dire. Vous allez parler à vous-même, vous allez vous déclarer l'amour. En vous regardant dans le miroir, vous allez dire votre prénom et votre nom de famille. Puis vous allez commencer par vous aimer pour votre passé. Je t'aime pour tout ce que tu as été dans ta vie. Même si tu as fait des erreurs, je t'aime quand même. Tu as appris des leçons. Je t'aime pour ce que tu es actuellement, ton corps et tout ça. Je t'aime tel que tu es. Et je t'aime pour le reste de ta vie, inconditionnellement. Et ça, vous allez trouver ça gênant quand vous allez le faire la première fois. Parce que ça ne se fait pas, ça. Mais ce qui fait la force de ça, c'est que c'est la voix. Votre voix est une énergie, hein, c'est des vibrations, ça affecte votre corps. C'est le principe du mantra. Quand vous faites un mantra, l'énergie affecte votre corps. Alors, en faisant ça, votre corps finit par le croire, pour ainsi dire. Ça devient évident pour vous. Ben oui, je suis correct comme je suis. À ce moment-là, quand vous faites ça, quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous faites ça avant de vous coucher, là, vous faites ça plusieurs fois, disons après une semaine, vous commencez à découvrir que ça a beaucoup de sens. Et que vous vous trouvez très correct. Et là, ça commence à devenir... C'est fini, là. Il n'y a plus de problème avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'être aimé des autres. Vous vous aimez. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de tourner vers les autres votre amour. Avant ça, il faut que les autres vous aiment. Et vous êtes en dépendance. Puis si vous n'aimez pas, vous n'existez plus. C'est terrible. C'est comme les stars qui ont cessé d'être populaires. Il faut que vous fassiez ça sur vous. C'est ça, finir son éducation, là. On apprend à faire toutes sortes de choses avec les parents. Il faut changer ça, il faut en oublier, puis il faut remplacer ça par d'autres choses. Mais ça qu'il faut remplacer essentiellement, c'est pas donné par les parents, ça. Vous aimez tel que vous êtes. Les parents ne peuvent pas vous donner ça. C'est vous qui faites ça. Ils peuvent vous aimer tel que vous êtes, mais vous, est-ce que vous vous aimez? Ça, c'est une autre paire de manches. Ils peuvent vous aimer, puis vous pouvez dire, moi, je trouve que je ne suis pas correct, puis je ne suis pas correct, je ne suis pas correct dans toutes sortes de choses. C'est vous qui faites ça, là. Alors, il faut que vous transposiez ça en positif complètement. Que vous arriviez à être complètement bien avec vous-même. De telle sorte qu'il n'y a personne qui peut changer ça. Même si les gens ne vous trouvent pas tellement parfaite, so what? Vous êtes bien. Alors, vous êtes capable de passer par-dessus ce besoin d'être toujours approuvé et de vous occuper des autres. C'est ça le véritable travail, c'est de s'occuper des autres, pas changer le monde.
Parce qu'il n'est pas question de ça. Mais aider les gens qui peuvent être aidés et qui veulent être aidés. Et là, vous allez les aimer inconditionnellement, parce que c'est pas parce qu'ils sont beaux, faits, mais parce que vous avez le goût de rendre les gens un peu moins souffrants, plus heureux et tout ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous demander... Hein? Je comprends, c'est aimer la personne, j'ai pas de difficulté à ça. Ça, je le vois inconditionnel, la couleur des yeux, tout ça. Mais c'est plutôt dans leur rapport, eux, ce qu'ils peuvent exiger. Je m'exprime mal, là, mais j'ai pas de difficulté à mener, là, tout ça, là, puis, mais c'est plutôt comment ils peuvent exiger de la personne en disant c'est ça l'amour inconditionnel, tu poses pas de conditions. C'est pas tellement dans la personne, mais dans les gestes, dans le rapport, dans ce qu'ils exigent, le comportement. Oui, le comportement. Ça démontre qu'ils n'ont pas l'amour inconditionnel envers vous s'ils exigent déjà quelque chose. Non, Savoir ce que les autres attendent d'elle. Ah oui, mais l'amour inconditionnel, c'est pas une réciprocité. C'est pas une réciprocité. On n'aime pas les autres parce qu'ils nous aiment. C'est le contraire. Là, on les aime tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre rien, puis c'est pas important qu'ils vous aiment plus qu'un autre. Vous les aidez tout simplement. Vous donnez ce que vous avez à donner, et ça va les changer. Ça va les changer. Si vous le faites vraiment avec votre cœur, ça va les changer. À un moment donné, ils vont comprendre. Mais on ne change pas là, volontairement, ça change tout seul. L'amour, c'est quelque chose qui se fait toujours tout seul. Jamais c'est calculé. On ne calcule pas l'amour. Je vais faire ça, puis on finit par le changer. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la politique. Ils font ça de l'autre côté, là. Hein? C'est ça. Ils manipulent, puis ils arrangent pour que ça arrive. Ben oui, ça arrive. Mais à ce moment-là, vous faussez la relation, justement. Vous jouez le rôle de dominant. Alors qu'un amour inconditionnel, c'est pas ça. La guérison se fait d'elle-même. Vous n'êtes pas obligé, c'est peut-être pas la première fois, mais à un moment donné, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que vous n'avez aucune raison de les aider. Puis là, vous le faites quand même. Voyez? Ça c'est toujours dérangeant pour une personne. Les gens disent, mais pourquoi vous faites ça? Voyez? Les gens posent des questions, pourquoi vous faites ça? Puis si vous dites, ben c'est ça, c'est la chose que j'ai à faire. Ça, c'est pas convaincant. Ça faut qu'il y ait une raison comme, bien, ça me donne quelques sous, ça me rend populaire, tu sais, c'est ça que les gens pensent. Là, il n'y a aucune de ces raisons-là. Vous le faites parce que c'est ça que vous voulez faire. C'est ça que ça vous dit de le faire. C'est spontané. Mais j'ai envie de dire, c'est l'attente que les autres peuvent avoir. Ça, c'est pas votre problème. Ce que les autres vivent, ils sentent, c'est pas votre problème. Vous ne pouvez pas les changer. Peut-être juste, supposons comme la personne dit, tu dois donner de l'amour, sans le dire. L'autre personne dit, elle, on va attester. Elle veut donner de l'amour. Ils vont exiger, ben, tu ne peux donner de l'amour, aime-moi. Puis, ah ouais, fais quelque chose, fais-moi du bien. Est-ce que dans ce sens-là, comme quelqu'un qui exige de l'extérieur? Il ne faut pas contester, mais c'est de voir des gens qui sont dans l'attente, là. Ah ben, c'est toi qui es la mère, c'est toi qui... C'est dans des rôles, même c'est si comme eux autres qui sont dépendants de vous, là. Oui. Quand ils sont dépendants, maintenant on coupe et on les laisse se dépendre. Bien, pas nécessairement. On peut les rendre moins dépendants en étant... N'écoutez pas ça. Vous n'écoutez pas ces choses-là. Vous savez que ça existe, mais vous faites votre travail. Et peut-être qu'un jour, ils vont comprendre. Mais autrement, si on fait ça uniquement aux gens qui acceptent, bien, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionnel, à condition qu'ils acceptent. Pas du tout. Puis il n'y a pas de condition. Moi, je le vois comme mettant des limites, là, dire, bon, là, ma limite, c'est ça, là, je mets une limite. Mais ils n'acceptent pas la limite, là. C'est là qu'ils viennent, puis ils vont me parler d'amour inconditionnel. Vous n'en faites pas assez, c'est ça? Vous n'en faites pas assez? C'est ça qu'ils disent? Moi, personnellement, là, je n'ai pas mis avec ça, moi. Mais c'est de me faire dire, ah oui, on parle d'amour inconditionnel, puis tu parles d'amour, mais tu mets des limites. C'est pour ça que je dis que l'histoire d'amour inconditionnel, je voudrais comprendre ça un peu plus. C'est qu'indépendamment de la façon que les gens la traitent, ils s'attendent de elle qu'elle donne de l'amour inconditionnel.
Ben oui, Ça faut veut que, dire c'est qu'on peut ça. nous traiter de n'importe quelle manière. Oui. Puis nous autres, on est supposé dire, ben je vous aime inconditionnellement, alors même si vous êtes fautif, vous n'êtes pas correct, ben je vais vous aimer quand même. Ben C'est oui. ça que Ben, qu'est-ce que vous pensez que c'est de l'amour inconditionnel? Je vous aime parce que vous m'aimez. C'est pas de l'amour inconditionnel, c'est ça l'amour de tout le monde. Tu m'aimes pas, ben là, c'est fini, je m'en vais. C'est ça? L'amour inconditionnel, c'est pas important que vous m'aimez pas. Je le fais quand même parce que je vous respecte, vous avez besoin de ça. the right thing to do. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ben arrêtez de le faire, c'est tout. Si c'est trop fort l'amour inconditionnel, pratiquez l'amour conditionnel, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Je me demandais, je disais, est-ce qu'on devient des tapis de misère à ce moment-là? Il s'est pris sur nous autres. Il faut dire oui, c'est correct. Ou il abuse de nous. C'est pas de la soumission, de l'amour inconditionnel. C'est que vous donnez ce que vous avez à donner, puis vous êtes content de le faire, puis vous n'attendez rien en retour, c'est tout. Vous n'attendez même pas de remerciements. Parce que si vous attendez des remerciements, c'est pas de l'amour inconditionnel. On n'attend même pas du respect non plus. Non, ben non. Et c'est dur, hein? C'est dur à pratiquer. T'es- On peut être traité comme Non, de ça la marche. poussière. Non, c'est de l'amour inconditionnel, tu le respect de toi-même. Si l'autre personne ne te respecte pas, c'est comme je voulais t'en donner, ça marche. Tu vas ailleurs, voyons non. Tu peux pas te faire piler dessus. C'est pas une question de faire piler, mais si tu travailles avec disons, tu travailles avec des minorités, disons, tu travailles avec des Noirs, disons, tu travailles avec des Sidéens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les lâcher parce qu'ils t'insultent. C'est des malades. C'est normal qu'ils ne soient pas toujours corrects. Non, mais souvent, on prend des personnes, même, je vais voir des fois rapport entre les parents et les enfants. Les enfants, puis on ne parle pas d'enfants, des enfants de 30 ans, de 40 ans, des fois, qui vont dire, ben, t'es ma mère, t'es supposé de me donner quelque chose. À un moment donné, je pense qu'il y a aussi de dire, ben écoute, c'est beau, là, mais t'es assez vieux pour faire ton propre. Oui, mais ça c'est pas de l'amour inconditionnel. C'est que la mère, à ce moment-là, n'a pas fait son travail, de laisser partir son enfant, puis de l'obliger à partir. Puis de mène ta vie toi-même, puis moi, c'est pas moi qui vais mener ta vie. Vous savez, être de l'amour inconditionnel, c'est pas de la mollesse, c'est que vous regardez les choses en face. La personne qui dépend de vous, elle n'est pas en bon rapport avec toi, puis c'est pas une bonne mère qui fait ça. Il faut qu'elle soit une bonne mère, il faut qu'elle respecte son enfant comme étant un homme, un être adulte et autonome. Il faut qu'elle le rende autonome. C'est son rôle, ça. Ça fait que même par cet amour-là, on peut dire, ben écoute, prends ta distance, puis va. Ah ben oui, il faut que ce soit fait, ça. Mais la plupart des parents se sentent mal parce qu'ils peuvent passer pour être cruels, parce que leur enfant qui a 35 ans, ils le mettent à la porte. Écoutez, là... Et quand est-ce que vous allez le mettre à la porte? Vous développez sa dépendance et vous êtes complice de ça. C'est pas correct, c'est pas sain, ça, c'est malsain. Alors là, il n'est pas question d'amour inconditionnel. Là. Attendez que le train passe, c'est tout. C'est pas arrivé. C'est pas de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'amour vrai à ce moment-là. L'amour inconditionnel, c'est de l'amour vrai, tout d'abord. Mais si vous n'êtes pas capable d'aimer vos enfants comme il faut, bien, réglez ça, cette question-là. Oui, c'est... vous nuisez à l'enfant, puis vous nuisez à votre propre évolution en faisant ça. Vous savez, l'éducation, comme je dis souvent, c'est toujours réciproque. Ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. Les parents qui ne poussent pas leur enfant à devenir autonome, ils s'empêchent eux-mêmes d'évoluer parce qu'ils restent dépendants de leur enfant, puis l'enfant reste dépendant d'eux. C'est peut-être une chose qu'on aime pendant un moment, mais ça va nuire énormément à l'enfant. Il ne pourra plus devenir lui-même. Puis les parents vont toujours s'ennuyer outre mesure de leur enfant, puis ils ne peuvent plus vivre sans ça. C'est infantile. Les parents n'ont pas encore l'âge d'adulte à ce moment-là. Vous savez que c'est difficile d'être un parent comme il faut. Parce que ça veut dire qu'une fois que vous êtes devenu un adulte, vous avez des enfants, c'est pas tout ça. Il faut que vous avanciez à une autre étape pendant que vous avez vos enfants. Il faut que les enfants puissent devenir eux-mêmes et que vous les lâchiez. Vous les même faire comme les mères oiseaux qui poussent leur oisillon hors du nid. Va-t'en maintenant voler de tes propres ailes. C'est fini, ça. C'est pas moi qui va vivre ta vie. Ça suppose que les parents arrivent à ce croisement, cette croisée des chemins, et qu'ils fassent le pas suivant, c'est-à-dire me libérer des enfants. Parce que les enfants doivent être autonomes. C'est pour leur bien, c'est pour mon bien aussi. Vous comprenez? C'est important, ça. Alors, ça c'est de l'amour difficile, mais c'est là que se trouve le vrai amour, pour moi, aussi longtemps qu'on rend la personne dépendante, puis on pense qu'on l'aime en faisant ça. Mais non, vous ne l'aimez pas.
Parce qu'à un moment donné, quand vous allez partir, la personne va être encore complètement aussi démunie que si elle est encore un bébé. Ça ne marche pas, ça. Il ne faut pas faire ça avec les enfants. Il faut les rendre adultes, puis les aider à le faire, puis les convaincre qu'ils doivent partir. Mais ils ne sont pas obligés d'être cruels, mais il faut les convaincre. Vous savez, c'est très mauvais pour vous de rester à la maison si longtemps parce que vous n'apprenez pas à vivre votre vie. On n'est pas là pour vous la béquer toute la vie. Là, ça ne marche pas, ça. Il faut que vous deveniez votre autonome. On ne sera pas toujours là, d'abord. Et ça, c'est ça l'histoire de l'éducation. Ils sont censés faire ça. Mais beaucoup de gens ne le font pas parce que beaucoup de psychologie parentale, ça va comme ça. J'ai souffert de ça, puis je ne veux pas que mes parents en souffrent, mes enfants en souffrent. Bien, c'est bien de valeur. Vous ne devez pas éduquer vos enfants en les empêchant de souffrir. C'est la pire chose à faire. Ils vont souffrir de toute façon. Ils vont souffrir de l'autre façon si vous ne les souffrez pas de cette façon-là. Ils vont souffrir, par exemple, de ne pas avoir compris des choses. Parce que les parents ne leur ont pas dit comme il faut. Que la vie, c'est dur. C'est dur pour tout le monde de A à Z. Alors, ça ne sert à rien de faire croire aux enfants, vous savez, moi, je te protège, il ne faut pas que tu aies des bobos. Mais c'est pas vrai, ça. La vie, c'est pas comme ça. Ça fait mal, la vie. Pour beaucoup de monde, c'est très dur, même. Alors, il faut les préparer à rencontrer la vie. Pour moi, c'est ça de la bonne éducation pour les parents. Alors, ça veut dire que c'est dur pour les parents. Parce qu'ils vont penser, bien, je suis cruel en disant ça, mais non. C'est ça de l'éducation. Il y a un côté agréable de l'éducation, mais un côté très difficile. C'est comme ça pour toute forme d'éducation, d'après moi. Alors, oui, il y a beaucoup de mains qui sont montés vers le ciel, là. Oui. Est-ce que vous pensez de Roberto Benigni, La vie est belle? Je ne suis pas d'accord. Non. Tout d'abord, je trouve que dire aux enfants que la guerre, ça n'existe pas, c'est pas vrai. La guerre, c'est terrible. Et s'ils sont dans un contexte où ça existe, c'est bon qu'ils le sachent. Autrement, ils vont découvrir ça, puis ça va être insupportable. Il faut qu'ils découvrent ça pendant que les parents sont là, qu'ils soient capables de leur expliquer, justement, comme il faut. Alors de faire croire que la vie, c'est un jeu, puis tout est beau. Je trouve ça épouvantable. Moi, j'étais contre ce film-là. J'ai dit, mais comment ça se fait que les gens ne comprennent pas que c'est de la mauvaise éducation qui se fait dans ce film-là? Mais c'était un texte En éducation à l'enfance, puis l'enfant apprend par le jeu. Oui, mais la guerre, c'est pas un jeu. Les gens meurent réellement, puis les gens sont cruels. Les humains sont cruels. Hein? Ils ont toute leur vie pour comprendre, adulte, ils vont savoir. Non, il n'y a pas toute leur vie à comprendre. Parce que les enfants doivent comprendre dès le début. Thomas, c'est du temps perdu, ça. Pourquoi est-ce qu'ils vivent ça? C'est parce que c'est dans leur destin de vivre ça. Ils sont avec une famille à l'époque où il y a de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, mais ils ont pris, puis ça les a fait mûrir énormément. C'est dur, mais il y a d'autres situations qui peuvent être dures, comme la pauvreté ou l'ignorance et tout ça. Je pense... Monsieur, je vous interromps, là. Je pense qu'il y a une marge en ce qui concerne la guerre, là, de montrer des choses dramatiques aux petits-enfants ou de leur enseigner que la guerre existe. Là, il y a toute une marge là-dedans. Parce que de bloquer un enfant devant une télévision, là, puis monter tout ça de massacre, là, je pense que c'est pas bien bon, ça. C'est bon de dire aux enfants que la guerre existe. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je parle de la guerre vraie, mais je ne parle pas de la guerre à la télévision. La guerre vraie, là, ils sont dans la guerre, ces gens-là. Bon, alors que les parents ne leur disent pas, vous savez, la guerre, ça n'existe pas. Ils s'amusent. Voyons. Non, mais l'affaire, il ne voit pas de différence, puis, à la télévision. C'était aux enfants, c'est aux parents de leur enseigner. C'est pas aux enfants d'apprendre ça, c'est aux parents d'enseigner ça. Oui, monsieur. Oui, bon, grosso modo, si je résume, la vie est dure, c'est pas facile. Donc, en fait, ma question, c'est... Vous apprenez quelque chose? Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ma question, c'est est-ce que vous vous considérez comme pessimiste ou optimiste? Ah non, moi, ces histoires-là, je ne crois pas à ça, moi, ces distinctions-là. Ça n'existe pas, cette histoire pour moi, le pessimiste. Je suis comme je suis, c'est tout. C'est à vous de mettre les étiquettes, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis même pas un écrivain, puis ça. C'est des choses qui ne me touchent pas, ça. Les gens me appellent écrivain. Un philosophe, je ne suis rien de tout ça. Je suis ce que je suis. C'est indéfinissable ce qu'on est. C'est très commode de mettre les gens dans des petits casiers et dire, ah, là, c'est un tel, puis c'est une telle. Mais c'est pas vrai. Les vies humaines sont beaucoup plus complexes et grandes que ça. Alors, dire qu'on est pessimiste, je suis pessimiste à 10 heures, à 11 heures, je suis optimiste. À 2 heures, je suis pessimiste. C'est comme ça, la vie. Mais on n'est pas toujours dans un état, là. Je suis toujours pessimiste. Mais si vous êtes toujours pessimiste, bien, faites autre chose, c'est tout. Non, mais moi, Je ne suis pas un pessimiste ni un optimiste. Je trouve que la vie, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est pas des... Je
suis pas non plus pour quelqu'un qui peut mettre une étiquette. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est que, grosso modo, j'ai senti beaucoup les propos de ce soir quand même un peu tristes ou un peu, disons... C'est parce que vous êtes triste vous-même, parce qu'il n'y a absolument rien de triste dans ça. C'était même glorieux ce que je disais sur l'amour. Oui, oui, non, je suis d'accord. C'est juste que... Comment je peux me dire? Ça vous attriste que les humains n'aiment pas, oui. Mais ça, c'est à nous autres à changer ça. Je vais y penser, je vais peut-être revenir. C'est une bonne idée, ça. Alors, il y avait une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question? Parce que, oui, madame. Moi, j'avais une question qui revient un peu au début de madame. Est-ce que c'est en imposant nos limites qu'on peut arriver aussi à l'amour inconditionnel encore plus? En nous imposant nos limites. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Parce que la dame qui parlait tout à l'heure, En respectant les limites. oui, c'est que bon, ça a l'air à vous affecter, que les gens vous demandent de l'amour inconditionnel. Mais si on impose nos limites, Bien, pas imposer, mais dire, moi, c'est ce que je de les fais. faire voir, de les faire connaître nos limites, on se doit de faire ça, je pense. Bien, vous faites, vous n'êtes pas le... Vous n'avez pas tous les pouvoirs sur Terre, c'est sûr. Vous pouvez faire certaines choses. Vous le faites. Et, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous demander de plus? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez qu'ils vous torchent ou quoi? Non, Non, pas c'est que les je me autres. fais, c'est eux qui exigent de moi. C'est ça. J'ai envie de... Non, parce que ce côté-là, Mais non, mais qu'est-ce je que... me, quel- sens, je me sens très bien, puis je me sens bien même Mais vous à donnez- poser des limites. Mais la réponse des autres, c'est qu'elle est négative, et puis ils vont me dire, tu parles d'amour inconditionnel, parce que j'en ai déjà lu. Mais ma chère, c'est vous... Je me disais, ouais, ben c'est quoi? Je posais la question juste pour avoir une définition. Je dis, ben c'est quoi? Parce que dans ma tête, pour moi, ben si je suis pas grave, je suis pas capable, va ailleurs, va regarder Ben, ailleurs. l'amour inconditionnel, c'est que vous aimez même s'il n'y a pas de... Les conditions ne sont pas les bonnes. Même s'ils sont abusifs. C'est ça que j'entends par C'est bien sûr, mais même s'ils sont abusifs. Même si c'est abusif. Vous allez aimer vos enfants même s'ils sont Mais abusifs? je m'aime pas. Oui. À ce moment-là, si je me laisse abuser, je m'aime d'une pas. certaine manière. Non, non, vous vous aimez. C'est eux autres qui vous aiment pas, c'est tout. C'est affreux, ça. On est exploité, comme mère. Ben, si vous êtes exploité, faites autre chose. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Pourquoi vous faites ça si vous n'êtes pas capable de le faire? Parce que si on ne le fait pas, on essaie to assert. Vous faites ça pour les autres à ce moment-là. Non, non. Pour l'image Ils que disent, vous... oh, tu nous acceptes pas comme on est. Donc, c'est pour les autres que vous le faites et non pas pour vous. Non. Si vous êtes libre de faire ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai enseigné, puis les élèves ne sont pas toujours des anges. Ah, je sais. Mais c'est ça que j'avais à faire, je le faisais. On ne s'attend pas à ce que les anges... Puis aujourd'hui, c'est encore plus difficile, les enfants sont difficiles. Alors, si vous voulez faire ce travail-là, si vous pensez que tout le monde va vous aimer, va vous recevoir avec des bras, alors ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est ça que ça veut dire. Si on impose nos limites, les gens vont le recevoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, imposer ses limites? Ben, il y a une certaine marque. Moi, oui, c'est ça, entre autres, dire non. Quand bon, là, c'est assez. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, les gens qui aimant, là, quand tu donnes, mais là, à un moment donné, ils dépendent. Ils deviennent. Il y a un abus, là. Certaines Il y a un abus. personnes, pas tout le monde. Mais quand tu imposes tes limites, là, tu es sûr de toi, tu te dis, OK, c'est assez pour aujourd'hui. Si les gens le perçoivent, ils vont arrêter. Bien, la limite, c'est la journée. Vous travaillez combien d'heures? Alors, ils veulent que vous travaillez jusqu'à minuit? Bien oui, vous allez dire, moi, j'arrête à 8 heures. C'est ça les limites? Pour moi, c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire, vous le savez que vous êtes obligé d'arrêter à 8 heures. C'est ça, mais si Mais pourquoi cette idée d'imposer ses limites? C'est quoi ça, imposer? C'est juste, qu'est-ce qu'il essaie de dire, là? C'est comme toi, mettons, hey, je vais ça t'entendre. Je vais aller chez vous demain, je vais être tout le temps. À un moment donné, tu vas dire, c'est beau, là, mais ma limite est là. Tu n'as pas besoin de la dire, mais à un moment donné, si quelqu'un devient comme une sangsue de ton énergie, tu vas être obligé de Oui. les arrêter. On dirait qu'on confond aimer et donner. Mais si j'aime quelqu'un, aimer, c'est pas nécessairement dire oui tout le temps. Mais non. C'est de donner ce qui est bien pour l'autre. Oui, exactement. Si j'ai un fils qui vient me voir, tu sais, parce qu'il voudrait s'acheter de la drogue, il me donnerait de l'argent. J'y ferai pas. Si je lui dis non, c'est pas de ne pas l'aimer, c'est simplement de dire. Mais c'est de l'aimer de ne pas en donner, je pense. C'est ça, exactement. L'autre parallèle que je pourrais faire, c'est on aime la personne pour ce qu'elle est et non nécessairement pour ses comportements. Je peux dire à mon fils que je l'aime,
Ça ne veut pas dire que nécessairement tous les jours, tout ce qu'il fait, je l'aime. Quand il ne ramasse pas sa chambre, ou s'il y a eu un accident avec l'auto, quelque chose comme ça, je n'ai pas aimé son comportement. Ça n'empêche pas que ça demeure mon fils et je l'aime. C'est deux notions, je pense que c'est pas de donner. Aimer, c'est pas nécessairement de donner. Des fois, c'est de ne pas donner. C'est ça que les gens, des fois, nous disent, ah, ben, si tu m'aimais, tu me le donnerais. Je dis, non, c'est parce que je t'aime que je le donnerais. C'est ma façon de voir. Est-ce que ça vous... Viendrais-tu me chercher au centre-ville, en auto, là? Je dis, ben, oh, tu m'aimes pas? Ben, non, je suis en pyjama, là, j'ai pas le goût de sortir, là. C'est ça que je veux dire. C'est ces demandes-là que l'autre se sent pas aimé. Moi, ça, c'est de la manipulation. L'amour inconditionnel. Ben, ça, là, je me dis, Si tu m'aimerais inconditionnellement, tu viendrais chercher. Alors, revenez à l'amour conditionnel. Vous allez être en paix, vous allez être bien. Arrêtez d'avoir des problèmes. C'est vrai, c'est un problème pour vous. Pourquoi le pratiquer alors? L'amour inconditionnel, c'est sans problème. Je sais. Vous aimez, c'est pas vous qui aimez, ça aime en vous. C'est pas vous. C'est fini l'amour personnel, là. Je l'ai dit, ça, c'est impersonnel. C'est pas vous qui aimez. Dans l'amour-passion, c'est moi qui aime, puis même dans l'amitié, c'est moi qui m'aime. Mais dans l'amour inconditionnel, il n'y a personne, là. Ça se fait pas, ça se fait malgré vous. Et c'est pas j'aime, non, c'est fini, ça. Le jeu, là, est parti. C'est ça, l'amour inconditionnel. Alors, il n'y a personne qui va être attaqué. Aussi longtemps que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour conditionnel. En d'autres mots, s'il ne m'aime pas, je ne suis pas capable de le faire. C'est tout. Mais quand vous êtes dépassé ça, c'est pas important ce que vous sentez. Plus important. Est-ce que vous comprenez, là? Bon, ça, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition parce que il n'y a plus de personne qui donne. C'est l'âme qui agit directement. C'est Dieu qui agit en vous. Aussi longtemps que c'est moi qui agis, je suis blessable, ce sera l'ego. C'est le personnage qui est blessable, qui peut devenir mécontent, qui peut venir affecté. Aussi longtemps qu'il y a ça, il ne peut pas avoir d'amour inconditionnel. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à l'amour inconditionnel. Mais c'est ça qui est pratiqué par le divin. Le divin est dans l'amour conditionnel tout le temps. Et c'est ça que vous apprenez quand vous êtes en contact avec les gens de l'autre côté. L'amour est inconditionnel. Il n'y a pas de jugement dans l'univers. C'est seulement que les humains qui font ça. Il n'y a pas de jugement. Quand vous avez découvert cet amour-là, c'est là que vous comprenez le sens de l'amour. Ça ne vient pas de nous autres, l'amour. Ça vient de la source. Et quand la source agit, ça change tout. Mais quand c'est moi qui aime, c'est un drame passionnel que je vis, c'est tout. Moi, puis il ne faut pas que je sois offensé, puis je vais avoir ce que je veux. Puis... Ça, bien sûr, on vit ça, c'est correct, mais c'est pas, il ne faut pas penser que c'est le vrai amour. C'est un amour qui est en croissance, c'est tout. Mais on s'en va vers quoi? Vers la capacité d'aimer les êtres tels qu'ils sont, même s'ils ne sont pas de la bonne race, pas de la bonne religion, même s'ils puent, mais tout ça. C'est ça, l'amour, là. Regarde, les saints, c'est ça qu'ils font. On n'est pas des saints. Je ne vous demande pas d'être des saints, mais écoutez ce qu'on vous dit quand on vous décrit ça. C'est un état que beaucoup de gens vivent. Mais ils n'en parlent pas, justement, parce qu'il n'y a plus de personnalité. Ils n'existent plus, eux autres. Je pense que Nelson Mandela était comme ça. En tout cas, certainement, Martin Luther King était comme ça. Et probablement que Mère Thérèse était comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça, mais qui ne sont pas connus, qui ne passent pas à la télévision. Il n'y a plus personne, là. Jean Klein était comme ça, Éric Barret comme ça, je suis certain. Plus de personne. C'est-à-dire, c'est pas important ce qu'on pense de moi, puis ce qu'on me fait, parce que je ne suis plus blessable, là. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez guéri vos blessures tellement, vous êtes tellement plein d'amour pour vous-même, qu'il n'y a plus rien, c'est comme un canard, là. L'eau tombe, ça ne vous dérange plus, parce que vous n'êtes plus là, c'est tout. C'est ça la différence. Si je me place au neutre du mental, à ce moment-là, est-ce que je suis dans l'amour inconditionnel? Non, l'amour inconditionnel ou l'éveil ou la conscience universelle ne se fait pas par un jeu. Il n'y a pas un jeu qui fait ça. On décide de pas faire ça. C'est une maturation, une guérison. Quand vous êtes guéri de toutes vos blessures et qu'il n'y a plus de peine en vous parce que vous êtes en état d'amour, vous découvrez que c'est plus vous qui vivez. Ça vit en vous. C'est pas vous qui le faites. Mais ça va pas bien quand dans un couple, il y en a un qui c'est l'amour inconditionnel, puis l'autre c'est l'amour conditionnel. Ça marche pas. Ça va pas très bien. Ça va pas bien pour celui qui est dans l'amour conditionnel.
mais pour l'autre, c'est un congé. Mais la plupart du temps, ça marche pas. Ces couples-là ne durent pas. Parce que c'est intolérable pour l'autre. Même quand la personne, sans être dans l'amour inconditionnel, s'il y en a un des deux qui ne s'aime pas du tout et que l'autre l'aime, c'est pas guéri, là. Parce qu'il faut que toi, tu t'aimes, parce qu'autrement, tu vas être jaloux du fait qu'elle est complètement libre ou que lui est complètement libre, puis toi, tu ne l'es pas. Tu vois, ça crée une déhiscence, là. Ça griche, là. Il faut absolument que les deux soient un peu capables de s'accepter individuellement. Et ça... On change, on passe à d'autres choses. Bien, c'est que si les gens ne sont pas bien avec eux-mêmes et que l'autre est bien, ça crée une sorte de... t'es meilleur que moi, puis tout ça, là, tu sais. Ou bien on sait bien, toi, t'es plus avancé. Ou bien on sait bien, toi, ça t'arrive facilement. Tu sais, il y a une sorte d'envie, là, qui fait que ça ne crée pas de l'harmonie. C'est pas une harmonie, ça. Là, ça va probablement finir par se séparer, hein, parce que c'est intolérable. Là. Et sortir, ben oui, sortir dans quel sens? Si on a un amour inconditionnel, donc on s'aime soi-même, on s'accepte, donc on s'en va on reste pas avec une personne comme ça. Ah, ben, vous pouvez, c'est pas important d'être avec quelqu'un comme tel. C'est de suivre son chemin. Alors, vous pouvez suivre votre chemin ailleurs. Vous n'êtes pas obligé. Cette idée de croire qu'il faut être absolument avec une personne pour vivre sa vie, c'est pas vrai, ça. On peut vivre avec une personne pendant quelque temps, ensuite être seul. La solitude, c'est très beau. Et ensuite reprendre avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que les voyages se font. On n'est pas toujours avec juste une personne. Et on peut avoir plusieurs relations, d'ailleurs, assez intenses avec plusieurs personnes, sans qu'on vive avec. Et que ce ne soit pas nécessairement des affaires de sexe, là. C'est qu'on peut avoir des grandes amitiés, peuvent être nombreuses. Moi, j'ai plusieurs amis. Hein? Les hommes viennent de Mars, et les femmes Je ne sais pas, je ne sais pas. Je trouve qu'ils viennent tous de la Terre pas mal. Non, je ne crois pas à ça, moi. Les âmes de Mars, je veux dire que on sépare trop les sexes. On les sépare trop. On devrait regarder ce qui se ressemble dans ça. On est beaucoup plus semblables que différents. On est différents surtout sur le plan physique. Et ça peut affecter le côté émotif, mais essentiellement, les gens cherchent tous le bonheur, ils cherchent tous la paix, ils cherchent tous l'épanouissement. Ça, c'est des choses extrêmement ralliantes, ça. Et la façon dont on le fait, puis le fait qu'on a des goûts différents, c'est tout à fait correct. Même si vous étiez deux femmes, vous auriez des différences aussi. Parce que les tempéraments sont différents indépendamment des sexes. C'est peut-être là la différence. C'est beaucoup plus dans le tempérament et dans l'éducation. Les personnes sont élevées d'une façon différente, que ce soit une femme ou un homme. L'éducation va avoir une influence extraordinaire sur leur comportement. Alors, ça passe avant le sexe, d'après moi. Mais ça, on n'en parle jamais de ça. C'est toujours la femme puis l'homme. Mais c'est juste une portion du problème. C'est pas tout, là. Il y a autre chose. On est des êtres, et on est des êtres qui sont beaucoup plus que juste un être sexué. Parce que des fois, vous n'êtes pas sexué du tout. Quand vous mangez votre repas, vous n'êtes pas sexué. Quand vous regardez un programme, je ne sais pas moi, sur la fabrication des violons, vous n'êtes pas sexué. Vous êtes simplement intéressé, c'est tout. Il y a tellement de choses qu'on fait où on n'est pas sexué. Mais il y a des choses qu'on fait où on est sexué, bien sûr. Mais toute la vie n'est pas là. Il y a tellement de choses qu'on fait dans notre journée. Et on va au magasin, quand vous achetez une pomme ou vous achetez quelque chose, faites votre magasinage. Est-ce que vous le faites en tant que femme ou homme? Je ne sais pas, moi. Est-ce que vous le faites en tant que quelqu'un qui a faim, tout simplement? Ou bien que vous avez besoin de telle chose pour votre famille, puis tel mange telle chose. Ben, oui, pensez aux autres à ce moment-là. Alors, c'est pas tellement... Et si vous étiez un homme, vous feriez la même chose à ce moment-là. Mais on est tellement à cheval maintenant sur la différence des sexes. Je trouve moi, qu'on est complètement viré. Complètement viré. On a perdu le nord complètement. C'est pas si important que ça. Je trouve que même les croyances, c'est plus important que ça. Parce que ça crée beaucoup de souffrances inutiles. Les croyances, puis les religions et tout ça. Donc ça, c'est une forme d'intolérance qui est très, très forte et que ça va très loin, c'est très profond. Et ça reste peut-être souvent beaucoup plus longtemps dans toute la vie. Mais la différence sexuelle, surtout qu'on exagère beaucoup.
je pense que quand on commence à développer beaucoup plus l'autre sexe en soi, c'est un problème qui n'existe plus. On ne pense plus comme ça. Et je ne pense pas, moi, que c'est nécessaire de dire à tout le monde, moi, vous savez, je suis hétéro, je suis homosexuel. On ne dit pas à tout le monde, quand sur la rue, vous savez, moi, je suis musulman, moi, je suis catholique romain, moi, je suis catholique grec. On ne dit pas ça, ça, c'est la vie intérieure, ça. Pourquoi est-ce qu'il faut dire à tout le monde comment vous vous couchez, puis avec qui vous couchez? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Cette obsession de tout se dire. Moi, je suis convaincu, parce que moi, je suis homosexuel, moi, je suis convaincu qu'on a besoin de le dire parce qu'on n'est pas bien avec soi. Mais quand moi, je suis bien avec soi, c'est pas important que les gens le sachent, là, je vous le dis, là, parce qu'on parle du sujet, mais c'est pas important. Je ne l'ai jamais dit avant, puis c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est comment vous êtes avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez pas besoin que les autres vous approuvent. Si vous n'êtes pas bien, approuvez-moi parce que je ne suis pas sincère que je vois quelque chose, là. Dites-moi que je suis correct. Bien, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je me sens très bien correct tel que je suis. Oui. C'est vraiment parce qu'on parlait d'amour inconditionnel comme si c'était un sommet à atteindre. Mais ça ne fait pas souvent les dérèglements. Je suis l'amour, l'amour inconditionnel. Ce soir, j'aime Thérèse. Demain, j'aime Nicole. Mais si même pas de même, je suis comme ça, j'aime tout le monde. Il y a des sectes, il y a beaucoup de choses qui font. Il peut y avoir un dérapage avec ça. Oui, mais aimer inconditionnellement, c'est pas en parler, c'est pas le dire. Alors, les gens qui disent à la télévision I love you all, là, je vous aime tous, là, ça, c'est de la connerie totale. C'est ça, non, mais même sans rien dire dans le comportement, parce qu'à un moment donné, il y a un comportement qui va aller avec ça. Je pense tantôt, c'est qu'on parlait, t'as beau même à rien dire, mais tu fais ton. Puis quelqu'un va te poser une question, t'as pas un j'aime ce soir Thérèse, demain Nicole. Tu sais, je trouve des fois qu'on met comme un idéal. Oui, mais c'est faire du bien, c'est vouloir du bien, par exemple, comme on vouloir, pas donner du bien, vouloir du bien. Alors, quelqu'un peut, par exemple, être dans mon chemin, puis je voulais passer, je m'excuse, puis je m'en vais, c'est tout. Et il peut trouver que je suis même un peu impoli. Mais je ne vis pas du mal, c'est simplement, c'est que je suis pressé, c'est tout. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait, on n'est pas toujours en train de sourire, on n'est pas toujours, c'est pas ça. C'est pas qu'on est toujours en train de sourire comme Mona Lisa, là. On est comme on est, puis c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas du bien aux autres pendant ce temps-là. Je veux leur bien, mais je veux pas qu'ils me pilent sur les pieds pendant ce temps-là, tu sais. Dis-là, madame, sans vraiment dire, respecte ma limite. Oui. Alors, on est rendu où, là? Est-ce qu'on a dépassé notre temps? Ah, 10h15, il fait chaud, vous avez tous les jours rouges, hein? Vous êtes en pleine santé. Merci beaucoup. Tâchez de vous habiller tel que vous êtes.